Exactement, tu as principalement des médecins nucléaires là qui t'écoutent. OK. Bah, j'ai essayé de faire un topo assez simple, hein, pour une fin de journée, très clinique, sans aucune étude, tirée sur des cas concrets en fait, que j'ai vu avec principalement que des TEP réalisés, sur Libourne. Hem, donc on peut passer à la diapo numéro 2. Je Enfin regarde juste direct. si ça enregistre bien, mais je pense que ça enregistre, ouais. Tac. Diapo 2, c'est parti. Donc en gros, c'est cancer de prostate, et imagerie métabolique et en sommaire, je passe rapidement sur l'épidémiologie. Heu, il y a la maladie localisée en récif biochimique après une chirurgie et le cas de la maladie métastatique. Et pour l'épidémiologie, Quentin, il faudrait descendre un peu. Pardon. Je suis pas Ouais, un pas très de souci. bonne secrétaire. Pour l'épidémiologie, vous le savez tous, hein, le cancer de prostate, c'est le cancer le plus fréquent chez l'homme, un des plus fréquents, tous cancers confondus. À peu près 50 000 nouveaux cas par an depuis 2018, ça se stabilise et c'est le 3e rang, en termes de décès, le cancer chez l'homme. Donc en premier, c'est plutôt les cancers de poumon. Pour la maladie localisée, ça, c'est les recos de l'AFU, qui ont été réactualisés en 2022-2024. Pour la maladie localisée, le TEP, choline, plutôt PSMA, a une indication dans les cancers de prostate à haut risque. Heu, pour tout ce qui est le choix entre TEP PSMA ou TEP choline, je pense que vous le savez tous, hein, mais le TEP PSMA est plus performant que le TEP choline, que ce soit sur la détection des ganglions, des métastases osseuses. Il n'y a jamais eu d'études face-to-face, hein, choline PSMA, mais à chaque fois, ce sont des études qui sont comparées à l'imagerie standard, scintille et scanner. Et à chaque fois, en fait, le TEP choline avait une sensibilité, une spécificité supérieure au TEP, le TEP PSMA supérieur au TEP choline. Alors pourquoi en France on a du choline depuis une dizaine d'années et pas du PSMA? Ça, il me semble que c'est parce qu'on avait fait le choix du choline plutôt que du PSMA avant que les études sortent, alors qu'en Australie, par exemple, ou en Nouvelle-Zélande, ils ont du PSMA bien avant. Ils ont du PSMA depuis 10 ans et en Allemagne aussi. C'est pour ça que toutes les études, en fait, sont quasiment allemandes ou néo-zélandaises ou australiennes. Ok, donc là, c'est un homme de 73 ans, un adénocarcinome de prostate Gleason 8, 4+4, PSA 11, un T2 IRM, scan scintille, et au scan à la scintille, on voit une adénopathie iliaque externe gauche de 28 mm. Je le vois à l'RCP pour valider la radio-hormonothérapie, plus une intensification avec du Zytiga. C'est une nouvelle hormonothérapie qui est apparue il y a 4-5 ans, qui a d'abord été prescrite sur l'état de métastatique, puis en récif biochimique, et maintenant, au stade localisé, on a le droit de les mettre pour les très hauts risques. Très haut risque, c'est PSA supérieur à 40, Gleason 9 ou 10, et une atteinte ganglionnaire ou un T3, T4. Je le vois en consultation, scan scintille, adénopathie iliaque externe gauche, et je me dis que vu qu'il a une adénopathie iliaque gauche et qu'il n'a pas eu de TEP, choline ou PSMA, je vais essayer de sensibiliser mon bilan initial avec un TEP choline qui a été fait sur Libourne. Et donc, c'est l'image que vous voyez à droite. Et à droite, en fait, on voit bien les petites fixations de l'adénopathie iliaque externe gauche dans le pelvis ainsi que la prostate, si on peut descendre. Donc, là, en gros, pour la grosse adénopathie iliaque externe gauche qu'on voyait déjà sur la scintigraphie, enfin sur le scanner, pas de difficulté pour moi à le repérer parce que c'est un gros ganglion qui fixait. Donc là, je me crois presque isotopiste comme vous, mais malheureusement, heureusement que vous existez parce que juste au-dessus, si on descend encore un peu, ouais, exactement. En fait, il y a toujours des petites adénopathies infracentimétriques qui fixent pour vous, hein, aux alentours de 2-3. Et nous, en tant que radiothérapeute, on a énormément de mal à les voir en fait sur nos logiciels de fusion parce qu'ils se confondent énormément avec d'autres adénopathies qui, elles, ne fixent pas pour le coup et qui ne sont pas pathologiques. Donc nous, ce qui nous aide vraiment, c'est lorsque vous faites des comptes rendus, d'essayer de vous montrer avec des planches, tout simplement, lesquels sont vraiment suspects ou pas, quoi. Parce que après, ça nous aide vraiment pour le traitement loco-régional. Par exemple, là, si on descend à la diapo suivante,
C'est un traitement qu'on a réalisé pour ce patient où en gros on a traité tout son pelvis, les ganglions qui fixent et la prostate avec des niveaux de dose différents qui nous permettent d'obtenir en fait un contrôle loco-régional complètement satisfaisant avec la couverture de l'hormonothérapie et également du Stiga. Ça nous permet de faire en fait notre petite cuisine de radiothérapeute guidée par votre imagerie métabolique de nouvelle génération. Donc là, on est au stade localisé. Maintenant, on passe à la récidive biochimique. La récidive biochimique, donc c'est toujours après une chirurgie en général ou après un traitement par radiothérapie. Il y a différents types de récidives biochimiques. Après prostatectomie, c'est un PSA positif. Et après radiothérapie ou plurithérapie, c'est toujours le nadir plus 2. Cette définition, à mon sens, elle tend à disparaître, d'autant plus que vous venez d'arriver et que avant, avec des scintigraphies, scanners ou IRM, en fait, on n'arrivait pas à détecter des récidives à des stades très précoces. Et avec les PSMA ou les collines, maintenant, on a cette chance, c'est qu'avec des taux de PSA inférieurs à 10, en fait, à 1, maintenant, on arrive à détecter des choses. Alors, en dessous de 1, c'est un peu compliqué avec la colline. Arrive à voir plus de choses avec le PSMA, mais là, malheureusement, pour avoir le PSMA, il faut toujours avoir un colis négatif. Et il y a toujours des délais extrêmement longs d'avoir des PSMA, en tout cas sur Bordeaux, je ne sais pas, dans les autres villes. Et c'est un peu plus compliqué. Alors, pareil, c'est toujours les recommandations de l'AFU, 2022-2024. Après prostatectomie, ils mettent que le choline, en gros, ils posent l'indication du choline à partir de 1 de PSA. Moi, j'ai la tendance à le faire vachement plus tôt, en fait, parce que en tant que radiothérapeute, nos traitements à 1 de PSA, c'est potentiellement, en fait, le traitement, c'est de la radiohormonothérapie. Et en gros, le cut-off pour l'hormonothérapie, c'est un PSA aux alentours de 0,5. Donc, en gros, en dessous de 0,5, nous, on traite quasiment tout le temps que la loge. Et au-dessus de 0,5, en fait, on traite les ganglions et la loge. Plus ou moins des boosts ganglionnaires en fonction de l'atteinte ganglionnaire qui est visualisée en fonction du TEP choline. Mais moi, je le fais, en gros, moi, je le fais à partir de 0,5, d'autant plus il y a une cinétique assez importante parce que, mettons, si jamais mon TEP choline est négatif, ça ne change rien à ma prise en charge, mais s'il est positif, ça affine vraiment une champ de traitement, quoi. On peut descendre. Donc là, pareil, un homme de 66 ans, PSA à 12, un adénocarcinome de prostate, Gleason 7, 4+3, un bilan d'expression négatif. On lui fait une prostatectomie. Finalement, il y a un upstage, un adénocarcinome de Gleason 8, 4+4, c'est un PT2C NXR0 avec un PSA post-op à 1,6. Le chirurgien nous présente et on se dit, mince, on a sûrement raté quelque chose. On me l'envoie en RCP pour que je fasse la radio, enfin, on me l'envoie en constellation pour que je fasse la radio-hormonothérapie. Et là, pareil, premier réflexe, je fais un TEP choline. Et là, sur le TEP choline, en fait, on voit une adénopathie en fait, au niveau du mésorectum à gauche et une autre iliaque externe gauche. Alors, pour le coup, ma iliaque externe gauche, c'est une zone de drainage connue et c'est quelque chose. Et pour la mésorectale gauche, c'est un ganglion que je n'aurais pas pris. Ça ne fait pas partie en fait du nerf de curage, de drainage commun. C'est assez décrit de temps en temps. Enfin, c'est décrit depuis les imageries par TEP-PSMA ou TEP-choline. En fait, les ganglions mésorectaux dans le cancer de la prostate sont décrits. C'est assez rare, ça atteint à peu près 10%. Là, pour le coup, c'est le cas. Et si on n'avait pas eu, mettons, cette imagerie métabolique, ce ganglion-là, j'aurais complètement raté parce que ça ne fait pas partie de nos champs de radiothérapie classiques. À chaque fois, on est obligé de les adapter. Donc, encore une fois, ça nous a, pour ce coup, ce patient, ça a pas mal aidé et guidé son traitement, quoi. On peut passer à la diapo suivante. Et quid de la maladie métastatique? Ça, c'est un TEP Siemens, si je ne dis pas de bêtises, Oui. que j'ai topé. Dans la maladie métastatique, est-ce que vous avez une place dans les indications de TEP quid ou TEP PSMA? On peut passer à je pense pas, personnellement, parce que dès qu'un patient est multimétastatique, avoir un TEP PSMA ou un TEP choline n'a pas de sens, hormis peut-être dans les essais thérapeutiques où on fait des staging avec TEP PSMA ou TEP choline. Là où potentiellement vous avez de la place, je peux passer à la diapo suivante, c'est dans la maladie oligométastatique par contre.
oligométastatique, je pense qu'on vous entendez souvent parler de ça en RCP. On adore ça, nous, en tant que radiothérapeute. Alors, est-ce que c'est un mythe ou pas? Euh, Combien de métastases en termes de définition pour la maladie oligométastatique? Ça, c'est toujours un consensus d'experts qui votent à bras levés et globalement, en tout de 5 métastases, on peut parler d'une maladie oligométastatique. Et pourquoi une maladie oligométastatique? On aime bien ça, c'est qu'en fait, on part du principe que on est entre une maladie qui est polymétastatique et une maladie localisée pour laquelle, en fait, si on traite toutes les métastases avec des traitements focaux, on peut avoir en fait une stérilisation complète de la maladie, détruire complètement tout le volume tumoral pour avoir un bon contrôle de la maladie et avoir potentiellement des réponses plus longues sous traitement systémique. Donc là, on peut descendre. Donc pareil, un homme de 80 ans, PSA à 8, un adénocarcinome prostate Gleason 7, 4+3, scanner, scintigraphie, lésion osseuse, iliaque droite unique. On me l'envoie en RCP pour gastrique de l'hormonothérapie plus ou moins intensifiée. Pareil, encore une fois, premier réflexe, je fais un TEP choline. Et là, le patient est vraiment oligométastatique, quoi. Il n'a vraiment qu'une lésion osseuse. Sacrée droite, si je ne dis pas de bêtises. Encore une fois, ça a été fait à Libourne, avec une petite coulée ganglionnaire à gauche, uniquement dans le pelvis. Donc, ce patient-là, on me l'a adressé pour une hormonothérapie, et au final, une hormonothérapie à vie, hein, et au final, pour le coup, j'ai plutôt basculé dans un traitement de maladie loco-régionale. C'est-à-dire que je vais traiter toute sa prostate, ses ganglions, et faire une stéréotaxie de son sacrum, lui mettre une hormonothérapie de 2 ans, plus ou moins intensifiée, je le verrai en fonction de son état général, pour éviter en fait une hormonothérapie à vie avec tous les effets secondaires qui s'en suivent sur les facteurs de risque cardiovasculaire et la qualité de vie, la fonte musculaire, le diabète, etc. On peut descendre encore un peu. Ah oui, bah ça c'était la métastase sacrée droite pour le coup, visualisée. On peut descendre encore. Et en conclusion, on va faire très rapide, mais pour que on puisse bien traiter, nous, en tant que radiothérapeute, les patients, il faudrait, si possible, en fait, à chaque fois que vous faites des comptes rendus, avoir des images clés, notamment des petits ganglions, parce qu'encore les métastases osseuses, on arrive à les voir. Et encore, quand elles sont vraiment petites et qu'elles ne fixent pas beaucoup, ça, on a vraiment des doutes. En fait, c'est vraiment genre le volume qu'on prend dépend vraiment en fait de votre compte rendu, quoi. Et donc, on peut vraiment passer à côté d'un traitement de métastase de ganglion si vous ne le décrivez pas et qu'on ne voit pas. Donc, en général, moi, je vous appelle, mais je ne sais pas si tous les radiothérapeutes le font. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Guillaume. Est-ce que vous voulez qu'on passe aux questions maintenant ou est-ce que on attend la fin de la présentation d'Anouk? Peut-être qu'on peut, à chaud, peut-être poser quelques questions, peut-être. Moi j'en ai une, je vais commencer. Juste par rapport aux descriptions des ganglions, dans les bilans initiaux notamment. Ouais. Quand tu nous dis donc c'est hyper important de décrire tous les ganglions parce qu'on voit bien l'impact que ça a sur la radiothérapie. Quelle est la meilleure des façons de le décrire? Est-ce que c'est des niveaux vertébraux? Est-ce que c'est des rapports vasculaires? Est-ce que voilà. Honnêtement, je pense que la meilleure façon de l'écrire, c'est la flèche, hein. Ok. C'est c'est vraiment la flèche parce que parfois, c'est vrai que qu'on décrit, mettons, un ganglion iliaque externe droit qui est infracentimétrique, qui fixote et qui fixe en fait pour vous sur vos logiciels. Mais lorsque nous, en fait, on fait des fusions avec nos logiciels de radiothérapie, cette fixation, en fait, on la retrouve pas. Elle est vraiment confondue avec les autres fixations classiques que vous avez sur l'os ou le dige, et on arrive, même les vaisseaux, et on n'arrive vraiment pas à faire la différence, quoi. Donc, le mieux, c'est vraiment à chaque fois de faire une planche, Par ganglion. ouais, par ganglion, bah, si possible, hein. Ouais, d'accord. Ok. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, on va embrayer directement sur la présentation d'Anouk Létang, donc je pense qu'il est depuis le CHU de Bordeaux, là d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Ça marche. Alors,
Donc oui, moi je suis en ce moment donc Anouk Létang, médecin nucléaire au CHU de Bordeaux et bientôt au CIF à Libourne. Je vais faire des TEP collines encore. Alors, donc je vous lance ça. Là, c'est bon, on voit le diapo? Tac. Ah, je vous entends plus du tout, moi. Hop. Tac. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend et on Ah voit ouais, la c'est bon. présentation. OK, bon, bah, tant mieux. Donc moi, c'est surtout, voilà, donc la partie vraiment médecine nucléaire, refaire un peu le point sur l'imagerie diagnostique du cancer de la prostate en médecine nucléaire. Donc une petite introduction hyper rapide sur le cancer de la prostate. En général, les modalités qu'on a encore aujourd'hui, un gros point quand même sur le TEP-PSMA, même si on fait encore de la colline, ça va arriver bientôt, donc c'est bien de refaire le point là-dessus et après on conclura. Donc en introduction, on a dit le cancer de la prostate, c'est le plus fréquent en France chez les hommes, c'est plus de 50 000 cas par an et on a, ce marqueur tumoral, le PSA, qu'on va suivre, tout le long de la prise en charge du patient. Ça va vraiment être là dès le départ, dans le dépistage, il s'élève. On fait un traitement d'abord en général local et puis après il y a une baisse du PSA, suite à ce traitement et dans de nombreux cas, ça va récidiver, une réélévation, on va faire des traitements de rattrapage, de l'hormonothérapie et puis comme ça au fil des lignes. C'est un cancer qui est très lymphophile et ostéophile. Ça, je l'ai mis pour nous, c'est toujours quand même bien d'avoir en tête, la classification TNM. Qu'est-ce qui est un peu important, c'est le T2. Savoir que T2C, c'est quand ça devient bilatéral. Le T3, c'est quand ça commence à atteindre, au niveau extra-prostatique. En T3B, c'est quand ça atteint les vésicules séminales, ce que nous, on peut voir aussi, assez facilement. Le N1, c'est vraiment l'atteinte ganglionnaire régionale. Régionale, ça veut dire pelvienne, vraiment dans le pelvis. Donc les ganglions iliaques internes, iliaques externes et ilio-obturateurs. Tous les autres qui sont extra-régionaux, qui sont au niveau du lombo-aortique ou inguinaux, ça, on est déjà dans le stade métastatique, c'est le M1A. Le M1B, c'est Anouk, l'atteinte juste, osseuse. Oui? Anouk, je te coupe, tu as commencé à faire défiler les diapositives ou pas là? Ouais. Alors on ne les voit pas passer. Euh, Alors, Est-ce que tu peux essayer peut-être de le mettre Là, tu viens de faire un geste, c'est ça? attends, je pense qu'en fait, ça veut dire. Je sais pas si c'est sur un double écran, mais je pense qu'on n'a Attends. pas le bon écran. Ouais, c'est un doux écran complet. Écran 2. Voilà, parfait. Là, c'est mieux? C'est mieux, beaucoup mieux. OK. Donc bon, le TN, vous avez compris. Le T3B, les vésicules séminales. Le N1, les ganglions du pelvis et régionaux. Le M1B, c'est l'atteinte osseuse. Donc c'est le plus souvent diagnostiqué au stade localisé, donc bon pronostic, des bonnes survies. La classification d'Amico qu'on utilise encore un petit peu quand même avec le PSA, le groupe histopronostic ILUP à partir de l'ancien Gleason et le T du TNM. Dans le bilan d'extension initial, ce qui est toujours recommandé, de toute façon, on fait l'IRM multiparamétrique. La Sentios avec le scanner TAP, qui sont toujours recommandés pour les risques intermédiaires et les hauts risques, qui sont à risque plus de métastase. La TEP-PSMA, qui est plutôt complémentaire de tout ça dans les risques élevés. Et après, ça fait partie aussi du bilan, c'est le curage ganglionnaire pour les risques intermédiaires et élevés. Ensuite, quand on est dans la phase d'après la phase de récidive biologique, après traitement radical, c'est quand même très fréquent, hein, 30 à 60 des cas. Donc il y a, ces critères-là de PSA, qui s'élèvent, donc voilà, qui sont, comme disait Guillaume, déterminés il y a longtemps. Toute élévation après un traitement radical, globalement, ça va nous amener à faire des examens de plus en plus tôt. Surtout qu'on a des examens sensibles. Savoir qu'en termes pronostiques, il n'y a pas que ce PSA qui est important, il y a son temps de doublement et le délai de récidive après traitement radical avec ce seuil de 3 ans, pour des patients, qui récidivent dans les 3 ans, qui sont de plus mauvais pronostics. On a vraiment besoin,
pour cette étape de la récidive biologique, d'un bilan diagnostique qui soit extrêmement performant. D'abord parce que voilà, la radiothérapie de rattrapage qu'on va faire, il faut qu'on la fasse de manière précoce. Ça va avoir un impact sur les plans de radiothérapie et après, du coup, sur les résultats et la survie. Donc, il faut qu'on ait un bilan qui soit disponible très tôt, rapidement, sans délai, pour avoir le meilleur résultat. Et après ce cas de la maladie oligométastatique, qui est de plus en plus étudié, hein, là, c'est le graphique d'une revue de la littérature de 2021 qui montrait que tous les articles qui sont publiés sur la radiothérapie dans la maladie oligométastatique prostatique, et ben, ça se fait de plus en plus. Et ça dépend vraiment, vraiment de notre bilan d'extension. C'est pour toute cette raison qu'on a que toutes les sociétés, elles recommandent l'examen le plus performant. Et ça, c'est la TEP-PSMA. On l'a fait dès qu'on est dans le cadre de la récidive, globalement, dès que le PSA augmente, et le plus possible sans retarder la prise en charge. La TEP-choline, elle garde sa place encore aujourd'hui énormément parce qu'on n'a pas forcément accès au TEP-PSMA. Mais voilà, le PSA, il faut plutôt qu'il soit au-dessus de 1 pour qu'on ait des bons résultats, une meilleure sensibilité. Mais oui, ça peut avoir un impact avant quand même. Et la scintillose qui garde sa place chez des patients qui sont vraiment à haut risque à ce moment-là d'avoir des métastases déjà sur le bilan clinique et biologique avec des PSA élevés au-dessus de 10 ou le patient qui est typiquement symptomatique osseux. Ça, c'était un petit tableau qui date un petit peu. C'était les grandes études prospectives déjà qui étaient parues avant 2022 sur la maladie oligométastatique et on voit que, bah, de toute façon, c'est 3 à 5 lésions, enfin moins de 3 à 5 lésions et c'était complètement dépendant du bilan qui était réalisé. Et voilà, c'était vraiment anciennement la TEP-choline et le bilan conventionnel. On va avoir la TEP-PSMA de plus en plus, mais vraiment se dire que tout ce qu'on voit et qu'on peut décrire peut être amené à rentrer dans ce cadre de maladie oligométastatique et être vraiment ciblé. Donc pour les examens d'imagerie, la bonne vieille scintillose, ça on l'a dit, c'est juste un biphosphonate marqué qui va être intégré à l'hydroxyapatite de l'os. Donc c'est un témoin du remodelage osseux, c'est tout. C'est pas spécifique, mais ça quand même permet beaucoup de choses et de dépister donc les lésions notamment ostéocondensantes qui sont très fréquentes dans le cancer de la prostate. Elle garde donc son indication pour les bilans initiaux, les cancers à risque élevé et intermédiaire. Dans la récidive biologique, on l'a dit, si le patient est vraiment à haut risque de métastase, donc PSA plus de 10 ou patient symptomatique, on peut la proposer. Et voilà, en ayant en tête qu'on a des sensibilités très faibles pour des PSA qui sont peu augmentés et des doublements qui sont élevés. Elle garde quand même aussi une grande place pour le suivi du cancer métastatique avec le scanner TAP. La TEP 18FNA, ça c'est un peu la scintigraphie upgradée en TEP. C'est pas globalement beaucoup utilisé, ça reste des indications similaires à la scintillose, mais la scintillose fait bien le boulot. Hop, la TEP FDG, donc ça vous le savez tous, le cancer de la prostate, il n'a pas un hypermétabolisme glucidique très important, surtout au début et quand il est bien dédifférencié. Mais on sait, c'est quand même étudié beaucoup, que cette fixation à FDG, elle va avoir une valeur pronostique au bilan initial comme à la phase de résistance. Donc c'est une indication. Et en pratique, c'est surtout toute fixation focale qu'on découvert fortuitement sur une TEP FDG qui serait fait pour d'autres raisons. Ça doit vraiment amener à l'IRM prostatique et à la biopsie. Donc c'est assez fréquent quand même, mais il y a des lésions malignes qui sont découvertes dans presque 2/3 des cas et souvent avec des glisones assez élevées. Hein. Et ensuite, elle garde sa place qui est vraiment importante maintenant dans les CHU et les endroits qui font de la rive lutécium PSMA, peut-être d'autres centres, les centres cancéreux aussi. Et c'est en bilan pré-rive pour vraiment dépister les lésions qui se seraient devenues dédifférenciées, agressives et qu'on ne ciblerait pas. La TEP-choline, donc on utilise encore beaucoup, elle, c'est un marqueur de prolifération membranaire, donc une spécificité vraiment quand même limitée, mais elle a sa place voilà, dans le bilan initial du cancer à haut risque et dans la récidive biologique quand on n'a pas le PSMA, ce qui est quand même très fréquent. Et voilà, gardez en tête que c'est pour ça qu'elle n'est pas recommandée normalement avec un PSA qui est inférieur à 1 nanogramme par millilitre parce qu'elle a une très faible sensibilité. Mais quand même, dans un quart des cas, comme disait Guillaume, elle peut nous trouver un ganglion qui fixe et sur lequel ça peut être intéressant de faire un boost. Donc si on y a accès,
et pas encore le PSMA, c'est quand même bien. La flucyclovine, juste pour l'avoir vu une fois dans sa vie, ça c'était la tepcoline des États-Unis. Eux, ils n'avaient pas l'autorisation pour la F-choline en tout cas, donc c'était de la F-flucyclovine, voilà, que nous on voit pas, mais qui a une AMM quand même en France. Là, c'est un récepteur membranaire surexprimé par le cancer de la prostate aussi. Et enfin, la TEP-PSMA. Donc ça, la TEP-PSMA, c'est facile, entre guillemets, c'est des ligands qui vont venir sur le récepteur, le PSMA, et qu'on marque au gallium-68 ou au fluor-18. C'est une protéine transmembranaire qui a un rôle dans la prolifération. Elle est surexprimée dans la grande majorité des cas, 95%, et son expression, elle est corrélée, on le sait, à l'agressivité tumorale, à l'hormonorésistance, au mauvais pronostic donc, et aussi aux défaillances de réparation de l'ADN au niveau histopathologique. C'est un traceur qui reste quand même non spécifique. Ce récepteur membranaire, on le trouve à des endroits physiologiques, notamment duodénum, les tubules rénaux, les cryptocoliques. Et on le retrouve surtout, ça peut être un petit peu plus gênant en pratique, au niveau de l'endothélium de la néovascularisation. Donc toutes les lésions qui vont nous causer de la néovascularisation, elles peuvent fixer plus ou moins le PSMA. C'est une fixation qui est vraiment péritumorale. Il n'y a que le cancer de la prostate qui a vraiment cette fixation cellulaire néoplasique. On sait aussi que son expression elle va être un peu majorée par l'inhibition androgénique. Donc on peut voir des pseudo-progressions avec des augmentations d'intensité de fixation. Ce serait plutôt les premières semaines, mais ça, c'est encore à étudier. Donc en pratique, notre petit radiotraceur se fixe, il est internalisé, il va être piégé dans la cellule et il va nous donner donc la fixation. Ça, c'est une TEP-PSMA normale. Donc on fixe soit au gallium-68, soit au fluor-18 dans le cadre diagnostique. C'est quand même bien de savoir un petit peu les grandes différences de ces deux isotopes. Déjà, le gallium-68, il a une demi-vie qui est quand même plus faible que le gallium-68, donc que le fluor-18, pardon. Donc en pratique, ça peut être un peu compliqué logistiquement parce qu'il faut se dépêcher entre la synthèse et le moment où on va injecter le patient et lui faire son imagerie. Le gallium-68, c'est aussi un émetteur de positons plus énergétique que le fluor-18. Donc le positon, avant de s'annihiler dans la matière pour pouvoir être détectable, en fait, il va faire un parcours plus grand dans la matière. Donc ça entraîne quoi en pratique? C'est une petite baisse de résolution par rapport au fluor-18. Et ensuite, c'est leur mode de production qui est très différent. Le gallium-68, il nous faut un générateur, donc aussi une radiopharmacie. On fait des élutions de ce générateur 2 fois par jour. Et donc, on est limité quand même en termes de doses. C'est 1 à 3 doses par élution en fonction de l'âge de notre générateur. C'est très différent du fluor-18 qui, lui, est produit industriellement au niveau des cyclotrons, comme le FDG, donc plus disponible. Donc, il y a plein de molécules différentes, plein de ligands du PSMA qui ont été créés. Donc, ça, c'est juste pour montrer que moléculairement, ils sont un peu différents. Et du coup, ça se traduit en biodistribution. Elle est similaire, mais elle n'est pas complètement équivalente. La plus grosse différence, ça va être qu'il y a certains, notamment les dernières générations de PSMA marqués au fluor, le PSMA 1007, lui, il a une expression qui est majoritairement hépatique. Donc sur le papier, c'est mieux parce que du coup, on s'épargne quand même la fixation urinaire, ce qui nous permet de mieux voir le pelvis. En pratique, on s'en sort déjà aussi quand même très bien avec les autres traceurs qui ont une expression rénale prédominante grâce au Lasix et à l'hydratation. Donc, les molécules, la première qui a été étudiée, c'était le gallium PSMA 11 ou le gallium PSMA HBED. C'est un peu similaire. C'est ceux qui ont eu l'ATU nominative en 2016 et qui ont maintenant l'AMM pour le Locametz. Donc, pour l'ATU, c'était vraiment récidive biologique après choline. Pour le Locametz, c'est pas précisé. Donc, c'est du bilan initial du haut risque, de la récidive biologique tout venant, sans parler de choline, et avant lutetium PSMA. Il y a d'autres traceurs qui existent, qui sont plus ou moins adaptés à la theranostique. Et pour les traceurs marqués au fluor-18, qui étaient un peu plus tardifs, le PSMA 1007 qui a une AMM en France, mais qui, je crois, est disponible que dans le nord de la France. En tout cas, moi, je n'en ai pas vu. Et nous, ce sera surtout le DCF pile de Curium qui peut-être arrivera bientôt. Juste les images de la tepcoline à gauche et du TEP-PSMA à droite pour comprendre aussi pourquoi ces performances ont été un peu révolutionnaires dans le domaine avec vraiment très peu de bruit de fond gênant en PSMA et notamment au niveau ostéomédulaire pour les foyers osseux.
Donc l'indication, on a dit le bilan initial du cancer à haut risque pour le PSMA avec des très bonnes sensibilités et spécificités. Et dans la récidive biologique avec des performances qui sont vraiment quand même beaucoup mieux que la choline et aussi que évidemment le bilan conventionnel, avec des taux de détection de la récidive qui sont très importants, même à des PSA très peu élevés et inférieurs au 0,2. On a déjà un tiers des examens qui peuvent être positifs et qui peuvent donc avoir des intérêts après pour la prise en charge. Son taux de détection, il est corrélé comme d'habitude au PSA, au temps de doublement, au Gleason, et l'impact sur la prise en charge et la survie est complètement prouvé. C'est pour ça que ça, c'est ultra validé. On attend que ça arrive vraiment de manière très accessible. Il y a aussi l'indication, bien sûr, avant RIV par lutécium PSMA pour s'assurer qu'il y a bien une expression du cancer de la prostate. Toujours aussi avec un FDG pour vérifier qu'il n'y a pas de lésions en mismatch, des lésions qui seraient devenues hypermétaboliques et qui ne fixeraient plus le PSMA. Et l'importance de l'intensité de fixation, notamment le SUVMIN, et la présence de métastases osseuses et hépatiques. Ça, c'est parce que ça va avoir, c'est des critères qui vont avoir des valeurs pronostiques. Un intérêt aussi peut-être de la PSMA, de la TEP PSMA, c'est dans le bilan des patients qui deviennent hormonorésistants et qui ont un bilan conventionnel négatif. On sait qu'il y a quand même un haut risque qu'il y ait des petites métastases qui se baladent et il y a des très bons résultats en termes de taux de détection, que ce soit de lésions suspectes au niveau loco-régional ou à distance. Après, l'intérêt sur la prise en charge n'est pas encore prouvé, mais franchement, une piste et ça peut se proposer. Ça, c'était juste pour vraiment le lutécium PSMA, un rappel des 2 études principales thérapées qui avaient montré la supériorité du lutécium PSMA par rapport au cabazitaxel en dernière ligne sur la réponse du PSA, mais aussi le RECIST, la toxicité, la PFS. Et ce qu'ils avaient montré à l'ASCO, ce qui est important dans thérapie, ils ont vraiment sélectionné les patients à la fois sur le TEP FDG plus la TEP PSMA. Et ce qui est important, c'est quand on faisait ces 2 examens, s'il y avait des mismatchs, ils ont analysé en sous-groupe vraiment les patients qui avaient été exclus, qui présentaient ces mismatchs-là, étaient vraiment des patients de très mauvais pronostics. Les courbes, elles se séparent énormément. Donc ça a vraiment une valeur pronostique pour identifier les patients qui sont le plus à risque de moins répondre, que ce soit à notre traitement ou à d'autres. Donc le pronostic de ces patients exclus, très important. Et toujours, donc eux, ce qu'ils avaient sorti, c'est le SUVMIN, en tout cas l'intensité de fixation en PSMA qui était prédictive de réponse. Et pareil, le volume qui est métabolique en TEP FDG, bah, c'est aussi un petit peu logique. Eux, ils avaient un seuil à 200 ml, mais moins on a de lésions hypermétaboliques en TEP FDG, mieux on répond. L'essai vision avec le résultat en termes de survie du lutécium PSMA versus le standard of care, et c'est ce qui nous a permis d'avoir l'ATU et l'accès compassionnel pour le patient avec un cancer de la prostate hormonorésistant métastatique qui exprime le PSMA après taxane. Donc la standardisation, la référence qu'on prend, c'est par rapport au foie pour quasiment tous les traceurs PSMA. C'est la rate pour le PSMA 1007 qui a une expression majoritaire hépatique. C'est pour ça qu'on prend ça. Et c'est juste, voilà, toujours pareil, s'assurer que ça fixe bien et qu'il n'y a pas de lésions non fixantes et encore moins qui sera hypermétabolique en TEP. Les perspectives, ce sera la dosimétrie, d'avancer les lignes thérapeutiques et un tout petit mot sur l'actinium pour dire que c'est un émetteur qui est différent. Si un jour on le voit, que ce soit en recherche ou ailleurs, c'est un émetteur alpha, donc il va émettre toute sa radioactivité sur un parcours très faible. Donc peut-être aussi une piste pour limiter les toxicités médulaires du traitement par RIV. Moins d'irradiation satellite. Donc les informations en pratique qu'on a besoin absolument avant notre TEP PSMA, c'est l'indication, bien sûr, l'histoire de la maladie, le PSA, idéalement sa cinétique, le Gleason initial, est-ce que le patient est hormonosensible ou non, les traitements qu'il y a eu antérieurement, si le patient a des douleurs. Il n'y a pas besoin de jeûne particulier et c'est recommandé de faire une hydratation et dans le service, on injecte aussi du Lasix pour laver les voies urinaires. Une acquisition de vertex à mi-cuisse, le bras relevé, si possible en position de radiothérapie. Si on fait une injection de produit de contraste, c'est plutôt à temps portal et on peut faire une acquisition thorax apnée. La biodistribution, donc la fixation physiologique, les glandes salivaires et lacrymales, le tractus digestif, le pancréas, les voies urinaires et la prostate.
Les pitfalls qu'on commence à connaître quand même maintenant en TEP-PSMA, il faut juste savoir qu'ils existent. Il ne faut pas que ça fasse peur non plus. Une fois qu'on les connaît, il n'y a pas d'examen qui soit purement spécifique en médecine nucléaire. Donc, les ganglions sympathiques, d'abord, qui ont été les premiers décrits, donc classiquement au niveau présacré, cœliaque et de la charnière cervico-thoracique. La gynécomastie, il y a plein de lésions des parties molles qui peuvent fixer, notamment des lésions neurologiques, des maladies inflammatoires, des tumeurs mésenchymateuses, des lésions thyroïdiennes et parathyroïdiennes, ça peut fixer. Et il y a les lésions osseuses, globalement, toutes les lésions osseuses peuvent présenter une fixation qui est parfois assez intense. Et après, il y a d'autres cancers. Il n'y a pas que le cancer de la prostate qui présente une fixation. Les plus décrits, c'est les cancers rénaux, pulmonaires, mammaires et colorectaux. Il faut y penser parce que c'est des patients qui sont quand même âgés et c'est assez fréquent de pouvoir trouver des cancers synchrones sur une TEP-PSMA. C'est décrit dans 1 à 3% des cas sur les séries assez importantes. Donc, y penser que ça peut exister. Donc là, c'était des images assez anciennes, voilà, des ganglions sympathiques qui peuvent nous gêner, notamment présacrés. Normalement, c'est des ganglions qui sont assez symétriques, petits, plutôt oblongs. Voilà, donc s'en méfier un petit peu. D'autres cancers, donc là, c'était un exemple de cancer du poumon qui fixe en PSMA, un cancer rénal métastatique, donc pareil, avec des fixations parfois très intenses. Les foyers osseux non spécifiques, donc en général modérés, mais ça peut être plus intense. Donc on s'aide vraiment du scan. Là, il y avait un ostéophyte, une fissure de l'aileron sacré droit et un angiome vertébral thoracique. Des petits foyers costauds, là, c'est des cales fracturaires, une maladie de Paget assez intensément fixante. Tout ça, donc il faut juste simplement le connaître et il y a vraiment cette notion de courbe d'apprentissage où à force d'en voir et d'en faire et une fois qu'on en a parlé, on arrive à s'en sortir pas trop mal. Il y a pas mal, d'échelles de standardisation qui ont été proposées. Elles ont, globalement toutes été soumises à validation externe. Je les ai pas toutes repris ici, vous pouvez prendre celle qui vous arrange quand vous avez un doute, mais qu'est-ce qu'on retrouve de manière, dans l'ensemble de ces classifications? C'est l'importance de l'intensité de fixation, du nombre de lésions. Un foyer osseux versus 4-5, c'est pas la même chose. Est-ce qu'il y a un corrélat morphologique en dessous? Et la localisation. Pour les foyers osseux plus spécifiquement, c'est fréquent, hein, c'est décrit dans 20 à 30 des cohortes, chez des patients qui font une gallium PSMA à la récidive biologique en plus, donc à des PSA qui sont peu élevés, donc c'est très fréquent. L'intensité de fixation, ça, c'est vraiment très important. Donc, il y a des seuils qui sont décrits des max à 4, à 6, à 7 pour le fleur PSMA. Bon, de toute façon, il n'y a pas vraiment de seuil, mais c'est vraiment un indicateur encore que cette intensité, elle est quand même importante, la lésion sous-jacente. Et pour les localisations, on est obligé quand même, pour le PSMA, de parler des foyers costauds, isolés, qui sont vraiment quasiment jamais de la métastase. Mais ça va avec l'histoire de la maladie et du cancer naturel de la prostate où lui, il va métastaser au niveau axial, hein, rachidien et le pelvis. Mais c'est exceptionnel d'avoir un foyer du grille costal ou du squelette appendiculaire sans lésion axiale, c'est quasiment impossible. Donc le fleur PSMA qu'on verra quand même à un moment bientôt, on espère, avec des foyers non spécifiques qui sont encore plus fréquents en fleur PSMA, notamment au niveau de l'os. On est plutôt sur 40-60% des examens. Mais avec le DCF pile qu'on verra sans doute à un moment, qui lui a l'air de faire quand même des meilleurs résultats que le PSMA 1007. Il y a moins de foyers non spécifiques décrits avec ce traceur-là pour l'instant. Ce qu'on va voir aussi, c'est l'extension des indications. Ça marque bien, ça va devenir vraiment l'imagerie de référence. Donc, ça peut être dans le guidage des biopsies, ça très précocement pour les fixations intraprostatiques, mais aussi quand même dans le bilan et le monitoring du cancer de la métastatique. Le suivi conventionnel, aujourd'hui, il faut savoir que donc, pour déterminer qu'un cancer progresse ou non, en dehors des critères cliniques et biologiques, il y a aussi les critères d'imagerie. Et pour le bilan conventionnel classique, on se base pour les lésions des parties molles sur le réciste et sur la scintigraphie osseuse sur la règle assez simple des 2+2. Normalement, il faut qu'il y ait 2 lésions qui apparaissent par rapport à l'examen baseline et reconfirmées sur une scintigraphie osseuse avec 2 nouveaux foyers. Ça, c'est pour tout ce qui est un petit peu les phénomènes flare-up qu'on peut voir sous hormonothérapie.
Donc, on ne va pas tout détailler tout ça, mais savoir que pour les gens qui vont faire de la recherche là-dessus, et un jour peut-être on sera amené à utiliser ça, il y a des critères qui sont proposés déjà pour le suivi des patients avec du PSMA. Et on garde un peu cette notion, comme pour la scintillose, d'au moins 2 foyers, 2 nouveaux foyers. Ça, c'est suspect dans tous les cas. Un nouveau foyer, si on a un contexte clinique ou PSA qui va avec, c'est une progression. Et si c'est juste des augmentations de fixation, ça mérite d'être vérifié. Donc là, c'était les PPP criteria, PSMA Progression Criteria. Et il y en a un autre, il y a le RECIP, Response Evaluation Criteria in PSMA. C'est un petit peu pareil. L'intensité de fixation qui augmente seule, elle n'est pas trop relevée. C'est vraiment l'apparition de nouveaux foyers. Donc, au total, pour cette TEP PSMA, on l'a fait pour les hauts risques. Tant qu'on n'en a pas, évidemment, on fait la colline. Le bilan de la récidive biologique, où là, elle est fondamentale, et on l'a fait rapidement pour ne pas ralentir la prise en charge et les radiothérapeutes. Le bilan pré-rive avec le FDG, indispensable. Et pourquoi pas à terme un jour sur le suivi et le bilan des patients métastatiques. Donc le gallium PSMA maintenant, l'AMM, on n'a pas forcément besoin de la colline. Le PSMA 1007, donc disponible, mais pour certains, très très peu de centres. Et bientôt, on l'espère, le DCF pile qui est en demande, donc les autorisations sont en cours, c'est demandé, européen. Hop. Et en France, donc ça devrait pas trop tarder, par Curium. Et ensuite, savoir connaître quand même les pitfalls, les pièges, les ganglions sympathiques. Pensez quand même au cancer synchrone. Les foyers osseux, on ne s'affole pas s'il n'y en a qu'un ou deux. La standardisation, ça aide quand on n'est pas sûr. Et la maladie métastatique, c'est quand même très important. Et se dire que tout ce qu'on peut être amené à décrire, ça peut avoir un impact et ça peut être irradié. Donc voilà, c'est tout. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Anouk. Cette super présentation, très complète. On va passer au moment des questions. Est-ce que vous avez des petites questions à poser au docteur Létang par rapport à son topo, par rapport au PSMA, à la colline, son retour d'expérience peut-être? Ah, il y a Younes qui a levé la main. Hop, Younes, tu peux y aller. Merci. Je suis médecin nucléaire au Maroc et je trouvais votre présentation très complète. Merci beaucoup. Et je souhaite vous poser quelques questions. Du coup, voilà, on est un petit peu gêné concernant les lésions. Et surtout, là, vous l'avez bien expliqué, qu'il y a quand même pas mal de faux positifs, il faut faire attention. Maintenant, moi, ma question, elle est précise. Concernant le SUV Max, quel est son intérêt? Est-ce que vous le mentionnez dans vos comptes rendus, vu que le PSMA est plutôt fixé, pas métabolisé? Voilà. Et ma deuxième question, est-ce que la TEP ou PSMA peut remplacer en situation de récidive le passage à une IRM locale, enfin une IRM prostatique pour suspicion de récidive locale si on ne retrouve pas de captation au niveau prostatique, notamment dans les situations où la prostate était traitée par radiothérapie. Voilà, merci. Ok. Merci Younes pour tes questions. Donc le SUVmax, non, je ne pense pas qu'il est forcément très important. Le seul endroit, c'est l'intensité de fixation. C'est toujours bien, nous on dit intensément fixant, modérément hyperfixant pour donner plutôt une notion. Le SUVmax, lui tout seul, non. Là où il peut être important, mais c'était plutôt du SUVmine, c'est vraiment en cas de RIV, quoi, pour le lutécium PSMA. Vraiment prendre ce standard du foie, prendre ça comme référence. Et oui, ça peut être, mais de toute façon, tu peux quand même le dire en intensité, ça suffit largement, c'est sûr. C'est pas validé un SUVmax précis ni un SUVmid ultra précis, hein. C'est juste une indication. Et la deuxième question, c'était l'IRM multiparamétrique. Ça, je sais pas. Est-ce que les radiothérapeutes, ils ont l'air d'utiliser surtout notre TEP PSMA?
je pense pas que ça va apporter franchement beaucoup plus. Moi, je trouve que la TP-SMA, elle fait le taf. Après, c'est surtout au bilan initial, parce qu'au bilan initial, on sait quand même que la TEP choline comme la TEP PSMA, il rate des tout petits ganglions, et cetera. Donc c'est bien d'avoir un bilan d'IRM quand même fait. Après, ça reste le bilan de la récidive, ça reste un nouveau bilan, donc ça dépend de la disponibilité et le TEP PSMA, c'est le plus important, en tout cas. Dans tous les cas, de toute façon, ils vont irradier le pelvis derrière, hein. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une, Anouk. C'est Ouais. juste par rapport à la PSMA choline. Donc, bon, si on suit ce que tu dis, les articles que tu as mentionnés, il n'y a pas photo. Le PSMA est supérieur à la choline dans pas mal quasiment toutes les situations finalement. Donc, ça veut dire que c'est dans un monde idéal où le PSMA est aussi accessible d'un point de vue financier, parce qu'il y a quand même cet impact financier qui est important pour le PSMA, où le tarif globalement est équivalent à celui de la choline, on ne fait plus que du PSMA finalement. Mm. Bon, okay. Bah oui, c'est ça. Donc la choline est vouée à disparaître finalement. Ah oui, elle est plus. C'était un petit peu notre spécificité. Il restait que nous à faire cette colline et elle est plus faite, hein, globalement ailleurs. Donc oui, à terme, ce serait que du PSMA. Ailleurs, tu veux dire ailleurs dans le monde? Oui, ailleurs dans le monde. Ils font du PSMA. Ok. Très bien. Et le pile Cléry, effectivement, donc il va sortir, je crois, donc début d'année prochaine, a priori, c'est ce qu'annonce Curium. Lui présenterait moins de faux positifs, notamment au niveau osseux, que le 1007, ouais, il serait un petit peu mieux. Ce serait un intermédiaire entre les premières générations de FPSMA et notre gallium PSMA. Ça s'en rapprocherait plus. D'accord. Merci. Et de rien. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer cette nouvelle présentation. Parfait. Ben, merci à vous. Merci à tous d'avoir participé à cette réunion. On en refera une probablement d'ici la fin de l'année. Et on va peut-être un petit peu écarter, espacer un petit peu les sessions tous les mois et demi, 2 mois. On vous dira pour qu'on puisse en faire longtemps. Et voilà, on vous tient au courant. Et merci beaucoup en tout cas de votre présence. Bah oui, merci à tous et merci la Témen. C'est super ces formations. Un grand merci à toi, Anouk. C'était super. Ciao. Au revoir.